D'abord, merci beaucoup à Christophe et à sa sympathique équipe qui a organisé cet événement auquel je suis vraiment très heureux de participer. J'espère que ça se voit. Donc en fait, je ne vais pas du tout lire le texte que j'ai envoyé à Christophe. Vous allez comprendre pourquoi. De l'aptique à l'attique, il n'y a qu'un saut de puce, puisque à l'oreille, une lettre sépare les deux mots. Alors, Matique est stoïcienne. Elle vient peut-être d'un passage de 1000 plateaux. Donc, vous avez ce passage, c'est le premier passage, devenir tique du stoïcien, autre nom propre. J'en ai pas trouvé trace ailleurs dans les textes de Deleuze. Si vous avez des traces à m'indiquer, ça m'intéresse, évidemment. Alors, elle vient peut-être de ce passage, mais elle vient peut-être aussi d'un lieu mal délimité, d'un certain dehors qui pourrait être une exoptique. C'est un mot un peu pompeux pour dire, qu'est-ce qu'on peut dire, discours du dehors ou regard du dehors, un petit peu les deux. Alors, cette tique me demande tout d'abord de vous présenter ses excuses, parce qu'elle ne peut pas être présente aujourd'hui parmi nous, si ce n'est sur le plan purement virtuel. Et donc, elle m'a chargé de lire ses souvenirs et de vous raconter son histoire. Donc, je vais servir de pur intercesseur à cet animal lui-même un peu ambigu. Alors voilà, je lis son histoire. Donc, tout a peut-être commencé comme ça. J'étais suspendu stoïque au bout de ma branche de cerisier tokyoïte, à surfer passivement sur TikTok et sur Mythique, quand, dans un flux continu d'images et de signes, deux énoncés m'ont tiré de mon sommeil dogmatique. Là, alors, ces deux énoncés, la pensée actique de Gilles Deleuze et instinct et institution. Alors, il semblerait que l'un des enquêteurs du dit recueil, un certain Frédéric Jacobus Johannes Guiten-Tic, se soit intéressé à mon petit monde de percepts et d'affects, à moins qu'il s'agisse d'un certain Wexcul, mais peu importe les noms de personnes. Herméneutique haptique oblige, étant sourde et aveugle, et ne pouvant lire qu'au toucher, mes pauvres excitants tactiles et olfactifs hument quand même le bon coup et réagissent à ces deux signaux, probablement déposés par les pattes de quelques colombes égarées. Ni une ni deux, je me débranche de la toile et me laisse tomber sur le dos de l'événement qui passe sous ma prairie verdoyante. Ayant retrouvé mon équilibre et mon esprit pragmatique, je m'active. Je me reconnecte sur le mail, j'adresse sur le champ un message aux très sympathiques, Christophe Legac et Brice Templereau, pour leur proposer un projet d'intervention sur un hypothétique préconcept de devenir animal virtuellement présent dans le chapitre 7 d'Instinct et Institution. Leur réception positive m'encourage à mener l'enquête. Mes premières impressions sur ce sujet sont encore très vagues dans ma tête d'épingle et je me dis que j'ai peut-être fabulé. Mais le temps presse. Avant que ne tombe la date couperée du 15 octobre, il me faut très vite retrouver mes instincts, ne serait-ce que pour ne pas décevoir l'institution de l'école supérieure d'art et de design qui, en me faisant confiance, s'est mise en danger. Alors, du fond de mon infinie lenteur cataleptique, je réactive mes intensités immobiles. Je reconnecte les quelques synapses qui me tiennent lieu de cerveau. Je rassemble d'abord dans une collection empirique les pâles idées distinctes qui me viennent à l'esprit, moins vives encore que mes premières impressions.
Je m'affaire et j'infère. J'établis des relations entre les textes, parfois volumineux, pour en faire un herbier. De l'herbe commence à pousser et à circuler entre les pavés disjoints, comme les blocs composant un mur de pierre sèche. Pour un peu, je m'en sentirais presque dans la peau d'un esprit animal activé, et même d'un sujet youmien, trop youmien, assurément, comme dirait un flegmatique ami qui se reconnaîtra. J'en éprouve la plus grande joie. Le problème est que je ne sais pas sur quel vivant à sang chaud je suis tombé. S'agit-il d'un promeneur solitaire ou d'une bête des bois ? N'ai-je pas plutôt affaire à un animal à la Kafka, du type cafard philosophe ou souris cantatrice, mi-humain et mi-animal, et ni l'un ni l'autre à la fois ? À moins qu'il ne s'agisse d'un fauve aux yeux jaunes ou d'un sourire sans chat. Mais faute d'une oreille assez fine, je n'arrive pas à savoir si la créature piaule ou si elle parle. Elle semble dans tous les cas pourvue d'un étrange corps incorporel, entièrement privé d'organes. Et il m'est difficile de savoir dans un tel mélange ce que peut un tel corps, ni où s'agripper. Autant vouloir se raccrocher aux vapeurs du brouillard de gouttes qui, au petit matin, enveloppe ma verte prairie. Qu'importe. Je me reterritorialise peu à peu et je retrouve des forces sur ce grand animal abstrait. Je reprends du poil de la bête. Mais, la bête humaine, bien sûr. Bon. Mais dans ma hâte à tailler un nouveau bloc d'espace-durée pour m'y enfoncer, j'ai manifestement confondu vitesse frénétique et précipitation. J'ai pris le petit plateau pour le grand. Très vite, je perds le fil de mes idées. Ma plume griffonne, c'est un enfer. Mon premier pinceau est plein de tics universitaires. Ah, les pattes de tic en bas de page. Ah, le vieux style. Le résultat est en tout point pathétique, peut-être même dramatique. Alors, je bifurque, j'oblique. Après tout, il n'y a pas une seule façon de satisfaire une tendance, et la nature elle-même use parfois d'artifice pour arriver à ses fins. Sait-on d'ailleurs jamais de quelle manière la vie active la pensée et de quelle façon la pensée affirme la vie ? Cela passe parfois par des machines singulières qui se mettent à gazouiller ou par une robotique ingénieuse. Je me suis laissé dire que les Japonais avaient fabriqué des robots abeilles pollinisateurs, qu'ils avaient équipés de puces électroniques et qu'ils avaient même installé des micro-caméras sur des cafards géants de Madagascar pouvant repérer des victimes de séismes, prisonnières de décombres. Il s'agit en somme de libérer la vie partout où elle est emprisonnée. Quelle métamorphose et quel renversement de situation drôlatique si pour ne plus déprimer et sortir de son trou, l'homme fait appel au cafard. Décidément, le vitalisme de l'avenir sera machinique et humanimaliste ou ne sera pas. Rien à voir avec cette vieille guenille rapiécée d'humanisme rabat-joie que l'on veut nous faire passer pour la philosophie pratique, dernier cri de notre temps. Fin de série noire, fin de partie. Tout cela laisse vraiment à désirer, mais pour s'en assurer, il faudrait pouvoir lire dans une boule de cristal ou se tailler des vers spéciaux dans l'esprit de Spinoza. J'imagine qu'il passe désormais le plus clair de son éternité posthume à regarder au plafond de la voûte céleste des combats d'araignées tissant leur toile entre les étoiles de groupe, filantes ou fuyantes. Même sous la forme de constellations et privés de leur venin, je n'aime pas beaucoup ces animaux-là. Je reste toujours à bonne distance du repère de la tarentule, et lorsqu'elle en sort, je me tiens aux aguets. Je préfère de beaucoup le temps qui pique le flanc des chevaux pour les réveiller, et bien sûr les tiques, dont le pullulement récent dans nos forêts me met en joie. J'ai bien conscience que mon commencement d'imagination déréglée me fait débloquer et que l'association erratique de mes idées donne lieu à une communication plus aberrante que cristalline. Mais peut-on vraiment en demander plus à un modeste insecte qui se pique de faire de l'esprit
et ne se déplace qu'en zigzagant, à cheval sur une ligne de sorcière. Malgré tout, pour ne pas être complètement hors sujet ni m'attirer trop de critiques, j'en reviens au devenir animal et à la pensée actique de Gilles Deleuze dans Instinct et institution. Je m'engage dorénavant à ne traiter que ce sujet et avec passion, car j'en fais avant tout une affaire de principe. Qu'est-ce qui a bien pu activer mon attention dans ce premier recueil d'une collection scolaire, trouvé opus, dont on peut se demander s'il fait vraiment partie de la pensée active de ce philosophe, c'est-à-dire à la lettre de ses actes de création? Avait-il déjà trouvé sa couleur sans oser la poser sur une toile uniquement signée de son nom? C'est que d'une certaine façon, je me sens directement impliqué par le problème que son chapitre 7 aborde. Celui d'une relation qui passe entre l'homme et l'animal et qui en même temps n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Du même coup, il n'y a pas non plus d'ordre hiérarchique qui puisse orienter le rapport dans un sens unique. C'est un peu comme pour un homme qui a des poux, on pourrait tout aussi bien proposer un autre diagnostic et dire que ce sont les poux qui ont un homme et qu'il n'est plus désormais qu'une composante sémiotique de leur pouloulement. J'en sais quelque chose car pas plus tard que cet été, dans une forêt du Grand Est, j'ai moi-même invité la cheville d'un promeneur nonchalant à faire le tour de mon territoire en lui suçant le sang. As-tu remarqué, cher auditeur ou cher lecteur, que c'est toujours dans le même sens que l'on remarque les choses? Quand un homme bourdonne à l'oreille d'une mouche et l'empêche de bien raisonner, on prétend que c'est la mouche qui bourdonne à l'oreille de l'homme. Lorsqu'on évoque le rêve d'un papillon, c'est encore l'homme qui est censé rêver du papillon, alors que le papillon a très bien pu rêver qu'il était un homme. Quel manque d'imagination et quelle indignité de la part de ces existences douteuses. À leur place, j'aurais honte de n'être qu'un homme. Au moins, quand ils se font boulotter par la femelle d'un grand requin blanc ou par un tigre mangeur d'hommes, ils apprennent à leurs dépens que leur chair peut aussi devenir de la viande, comme un vulgaire animal de boucherie. Mourir comme un chien ou comme un veau permet aussi de prendre conscience que c'est l'animal qui sait mourir, même si certains philosophes prétendent le contraire, sans jamais nous observer. Heureusement, il y a quelques éthologues ou artistes avisés qui savent très bien que l'âge de l'homme pourrait aussi être appelé âge des insectes, tant leur pullulement respectif à la surface de la Terre empêche de savoir lequel des deux contribue à nourrir l'autre. Au final, la disparition des uns entraînera certainement l'atomisation des autres. Idem pour les lapons des chtels, suivant Espinasse, rendus à moitié animal par leur genre de vie, et dont on ne peut déterminer si ce sont eux qui tiennent leur rêne en main ou si ce sont leurs troupeaux qui les guident. Il y a là aussi quelque chose de renversant et d'indiscernable. Dans ce grand pays des merveilles assez pauvre en monde qu'on appelle l'homme, nous autres animaux et sous-animaux sommes encore trop souvent considérés comme de la viande en puissance ou comme des créatures passives incapables de passer à l'acte. Alors que, suivant le stoïcien Antiochus, la principale différence entre l'être inanimé et l'animal est que l'animal est actif. C'est pourtant ce que je fais instinctivement en ce moment même. Je m'active et j'agis pour créer le mouvement. Après avoir passé près de 18 années dans le sinistre laboratoire de Rostock et avoir subi de nombreuses modifications génétiques, après avoir résisté à toutes sortes de réactifs, j'ai définitivement perdu mes inhibitions et ma mauvaise conscience. Je suis enfin redevenu mineur. Simplement vivante, sans cesser d'être une tique, ni me prendre pour un homme, je me suis affranchi de mon premier milieu pour instituer un territoire entièrement nouveau, peuplé de percepts inouïs et de concepts encore à venir. Je me suis même inscrite à un cours de philosophie consacré au vénérable philosophe du Portique, et j'y ai appris que la vie d'un grand philosophe semble toujours être un peu l'idée qu'il s'est faite de la vie, y compris dans ce qu'elle a de plus anecdotique. Au moins ces stoïciens avaient-ils le sens du disciple et de ses paradoxes.
il savait qu'un événement ou un état peuvent renvoyer à une possibilité passive ou à un sens actif, suivant la manière dont on en parle. En bref, qu'il s'agit d'un problème de perspective et d'optique. Par exemple, si je réponds à la question « Qu'est-ce que faire de la philosophie antique ?» Je peux dire tout bien que quelqu'un ou quelque chose fait de la philosophie à la manière de l'Antiquité, ou que la philosophie passe par l'Attique, même si son champ fertile ne se situe pas à Athènes. Et lorsque deux amis devisent en marchant dans un sous-bois peuplé de mes congénères, lequel est l'accompagnant et lequel l'accompagné? L'amitié comme condition de la pensée est décidément toujours une affaire d'entre-deux. Un peu plus tard, j'ai découvert le traité de la nature animale de David Hume, un grand enquêteur philosophe écossais qui est peu à peu devenu l'un de mes maîtres. Je me retrouve bien en lui car il a inventé un monde qui semble vu par d'autres créatures, mais qui est déjà le nôtre. Une sorte d'univers de science-fiction, pourtant on ne peut plus réel, dans lequel l'esprit humain n'est qu'un esprit animal parmi d'autres, qui se constitue peu à peu en sujet. La tique et le cafard y ont aussi leurs habitudes et leurs connaissances par instinct. Je crois me souvenir qu'il fait plusieurs apparitions dans le recueil Instinct et Institutions, dont il est, semble-t-il, le maître d'œuvre. Voilà ce qu'il écrit et qui nous concerne tous, que nous soyons ou non à chaque principe. À mesure que les principes enfoncent leur effet dans l'épaisseur de l'esprit, le sujet qui est cet effet lui-même devient de plus en plus actif, de moins en moins passif. L'idée est sans doute un peu difficile à assimiler, mais très facile à expérimenter. Il s'agit de faire ce que l'on dit, de manière à ce que les principes de notre nature jouent pleinement leur rôle actif, et que la philosophie devienne la théorie de ce que nous faisons, non la théorie de ce qui est. Certes, ce Hume sous-estime nos capacités d'imagination et de fantaisie créatrice, car même s'il n'y a pas à proprement parler d'artistes parmi les insectes philosophes, nous avons aussi notre sens esthétique, notre rapport singulier à la lumière et à l'espace, nos couleurs et nos toiles, nos danses et nos cris. Ne pourrait-on pas trouver un commencement d'art brut dans la façon dont nous investissons un territoire qu'il a fallu au préalable tailler pour le rendre habitable, de la même manière que le philosophe découpe ses propres concepts pour rendre la bêtise respirable? Même les plantes, à bien y observer, ont leur petit supplément d'art et de dépenses inutiles. Pour s'en convaincre, nul besoin de partir très loin à la recherche de quelques orchidées exotiques. Voyez les grands arbres de ma forêt, de feuilles qui ne leur en faut, ou les lys de ma vallée, qui surpassent en beauté la gloire des vêtements royaux. Soyons honnêtes, il arrive que certains hominidés tourmentés se mettent à figurer le plus grand prédateur que la terre ait jamais porté, comme le verrait un carnivore en proie à une faim dévorante. Je pense en particulier aux fameuses têtes-viandes et aux carcasses crucifiées de ce peintre irlandais qui semble comme emporté par un fleuve de chair. Est-ce bien de l'art ou du bacon? Figurez-vous que le dit peintre, dont l'homonyme est un célèbre philosophe empiriste, est même surpris de ne pas se retrouver à la place de l'animal quand il va chez le boucher. C'est dire s'il a de l'esprit pour un Irlandais. Après tout, au nom de quel principe plus christique que diététique, la chair humaine serait-elle la seule à ne jamais pouvoir devenir viande? Affaire de goût et de lumière, je me contente de m'enfoncer sous la peau des bêtes humaines qui passent sous ma branche pour leur pomper de ma trompe quelques gouttes de sang vermeil. Le reste du temps, je jeûne, indifférente à tout ce qui se passe dans ma forêt immense, jusqu'au prochain festin rouge. Drôle de vie de petit vampire, chaste et ascétique. Ne croyez pas que mes instincts primaires me font ignorer les limites de ma vie et de ma mort. Mon milieu de vie est aussi un mort. Il est arrivé à tant de mes semblables de ne pas avoir su s'arrêter à l'avant-dernière goutte d'hémoglobine et d'avoir franchi le seuil qui sépare le coma critique de la mort clinique, pour finir par rendre l'âme. En bonne logique, et ne m'étant jamais fourvoyé dans pareille expérience, rien ne prouve que toutes les tiques devraient toujours connaître le même sort. Mais je préfère m'en tenir à mes habitudes, entre
de rachitique peut ingurgiter, ne serait-ce que pour continuer le banquet dans un gai savoir instinctif, supporte et abstiens-toi. Je conclus, je réalise que j'ai déjà beaucoup trop parlé et que pour un sujet aussi incertain qu'une tique philosophe, parler est toujours un peu sale. Sauf peut-être avec quelques joyeux compagnons de la table ronde ayant l'habitude de se saouler à l'eau claire. J'aurais bien d'autres souvenirs anecdotiques à ajouter à mon propos, mais je crains d'avoir largement abusé de votre patience et il faut bien s'arrêter. Certains d'entre vous vont peut-être se mettre à tiquer après m'avoir écouté, pensant qu'à force de délirer, j'aurai toute ma place dans un hôpital pour psychotiques plutôt que dans un colloque de dialectique et d'esthétique, et de poématique, et de diététique, etc. J'ai bien peur de ne pas être capable de répondre comme il se doit à ces respectables critiques, car toutes les fois qu'il s'agit de discuter, de communiquer ou de réfléchir, j'oublie immédiatement la réponse que j'ai préparée, et c'est pourquoi je reste sceptique et mutique. Si, comme moi, vous détestez tout ce qui ne fait que vous instruire sans augmenter votre activité ou l'animer directement, je ne doute pas que vous trouverez plus d'une suite, virtuelle ou inactuelle, à cette petite histoire de science-fiction pop philosophique, y ajoutant à votre guise un brin d'herbe, un pli, une fugue, une planche de BD, et que, vous saisissant de sa flèche asymptotique en plein vol, vous saurez la relancer vers d'autres champs fertiles au sentier qui bifurque. D'avance, et pour le temps qui reste, je vous en remercie.